Maintenant, en fait, il y a 3 dossiers faciles, assez donc simples, qui sont vraiment basés que sur l'ORL, moins transversaux que les 2 premiers dossiers. Donc une patiente de 53 ans, vous êtes adressée aux urgences par SOS médecin. J'ai oublié de vous dire aussi, un patient de plus de 50 ans, il a toujours un problème de prostate, et une femme de plus de 50 ans, elle est toujours ménopausée et elle risque d'ostéoporose. Donc ça, c'est des réflexes à avoir. Donc il vient pour une prise en charge de crise vertigineuse qui dure depuis 5 heures. Ces vertiges sont associés à des vomissements répétés, une sensation de malaise général. Vous apprenez que c'est le 3e épisode, donc c'est des récidives. D'autre part, il est tabagique, donc encore arrêter le tabac. Caractère anxieux, ne pas oublier dans le traitement après de donner des anxiolytiques, des benzodiazépines souvent. Pas d'autres antécédents par ailleurs. Là, l'examen clinique, vous avez un syndrome vestibulaire périphérique, c'est-à-dire qu'il n'est pas central. Quels éléments de l'examen clinique allez-vous a priori retrouver s'il en existe un? Donc si c'est vraiment un syndrome vestibulaire périphérique, vous allez en même temps rappeler en quoi consiste la manœuvre de Romberg et quels en sont les résultats possibles. Bon, on va directement passer à la deuxième partie de la question, c'est facile parce que la manœuvre de Romberg, je vous l'ai déjà expliqué. Donc le patient, il est debout, les pieds joints, il tend les bras. Au début, il a les yeux ouverts, ensuite, on demande de lui fermer les yeux, on regarde qu'est-ce qui se passe. Donc il y a 3 possibilités. Soit le déséquilibre, il est majoré par la fermeture des yeux. Donc là, et ça se produit toujours du même côté, là, c'est l'origine qui est vestibulaire. C'est-à-dire, les yeux ouverts, lorsqu'il a les yeux fermés, c'est pire que s'il avait les yeux ouverts. Donc là, c'est une atteinte vestibulaire, surtout si c'est toujours du même côté. Si ça se majore, les yeux fermés, mais ce n'est pas latéralisé, à ce moment-là, c'est une atteinte proprioceptive. Si le déséquilibre, il existe, que ce soit les yeux ouverts ou les yeux fermés, à ce moment-là, c'est une atteinte cérébelleuse. Donc c'est cérébelleux lorsque ça ne s'aggrave pas lorsqu'il ferme les yeux. Si ça s'aggrave lorsqu'il ferme les yeux, on regarde si c'est latéralisé ou pas latéralisé. Si c'est latéralisé toujours du même côté, c'est une atteinte vestibulaire. Si ce n'est pas latéralisé, c'est une atteinte proprioceptive. Donc c'est les 3 résultats qu'on peut avoir à l'examen, à la manœuvre de Romberg. Donc le syndrome vestibulaire périphérique, là c'est une question de cours, c'est simple. C'est une atteinte vestibulaire et associée à une atteinte cochléaire. En fait, souvent, il y a souvent des signes cochléaires associés, c'est-à-dire des acouphènes et une surdité. Ou des otalégies, même des douleurs à l'oreille. Donc il y a le syndrome, il y a le vertige intense et rotatoire. Dans le syndrome vestibulaire périphérique, c'est vraiment très fort. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de vomissements. Il y a des signes végétatifs importants. Donc les gens, ils se sentent mal, ils sont anxieux, ils ont des sueurs, ils vomissent. Donc sur les syndromes vestibulaires périphériques. Les manœuvres posturales, elles sont toujours du même côté. Donc je rappelle, les manœuvres posturales, c'est la déviation des index. Manœuvre de Romberg, manœuvre de Fukuda et manœuvre de Babinski-Weil, c'est-à-dire la marche en étoile. Donc toutes elles sont du même côté, dans le syndrome vestibulaire périphérique. Elles sont en harmonie avec la phase lente du nystagmus. Donc je vous ai dit, le nystagmus, c'est une phase lente et une secousse rapide. D'accord? Donc c'est lent et c'est rapide. Dans le syndrome vestibulaire périphérique, le nystagmus, il est horizonto-rotatoire. Horizonto-rotatoire, c'est-à-dire... Bon. C'est-à-dire que l'œil fait ça. Au lieu de faire un mouvement simple comme ça, il tourne. Il est horizontal, c'est un mouvement horizontal mais rotatoire. Voilà, donc ça c'est le mouvement horizonto-rotatoire. Vous avez l'œil qui fait comme ça. Donc ça c'est typique d'un syndrome vestibulaire périphérique. Donc vous avez l'œil qui fait comme ça, phase lente, et phase rapide, le retour. Donc c'est la secousse de rappel. Harmonieux, c'est-à-dire qu'il est du même côté des phases posturales. Unidirectionnel, c'est-à-dire qu'il va dans une seule direction. Non modifié par la position du regard. Donc quelle que soit la position, vous lui dites de regarder en haut, à gauche, à droite, ça sera toujours la même chose, ça sera toujours dans le même sens. Si vous regardez en haut, il va toujours aller dans le même sens. Et majoré lors de la suppression de la vision, c'est-à-dire lorsqu'on les demande, lorsque le patient ne le fixe plus, c'est augmenté. Et ce qui est très important, et ce qui fait vraiment la différence avec le syndrome vestibulaire central, c'est qu'il n'y a pas de signe neurologique associé. Donc c'est qu'une atteinte vestibulaire avec, et comme l'atteinte vestibulaire est très importante, donc ça provoque des signes végétatifs, avec une atteinte aussi parfois cochléaire. Mais il n'y a pas de signe neurologique associé. Donc là, vous avez un syndrome vestibulaire périphérique droit sans signe neurologique associé. Quel est le sens du nystagmus? Donc le sens du nystagmus, il est donné par définition par la secousse rapide. Donc
il va dévier dans la manœuvre de Romberg à droite. La Fukuda, il va aussi dévier à droite. La déviation des index, elle sera à droite. Et la secousse lance, elle sera à droite. La secousse rapide de rappel, elle sera à gauche. Donc, le sens du nystagmus, il est donné par la secousse de rappel. Donc là, ça sera à gauche. Donc faites attention, tout est à droite, sauf le nystagmus, parce que par définition, c'est la secousse de rappel. Il est ici à gauche. À la fin de votre examen clinique, vous suspectez très fortement une maladie de Ménière. Quels autres symptômes la patiente peut-elle alors présenter si ce diagnostic est le bon? Donc le diagnostic de maladie de Ménière, c'est une triade. Et cette triade, c'est les vertiges, c'est des vertiges à répétition, dans le cas des syndromes vestibulaires périphériques, associés à une baisse de l'acuité visuelle, de l'acuité auditive, excusez-moi. Donc c'est une atteinte de l'audition. Et dans cette atteinte de l'audition, c'est une surdité de perception, parce que c'est une atteinte de l'oreille interne, la maladie de Ménière. Ce n'est pas une atteinte de l'oreille moyenne ni de l'oreille externe. Donc c'est une surdité de perception. Et la troisième partie donc, de cette triade, c'est les acouphènes. Et tout ça, c'est du même côté. Donc d'une part, le syndrome vestibulaire, d'autre part, la baisse de l'audition, c'est une surdité de perception à droite, et les acouphènes qui sont à droite, ou une sensation de plénitude de l'oreille. Donc ne pas oublier de donner le côté droit, ici. Quel est votre traitement aux urgences? Donc là, on rappelle, la patiente, elle vient pour des vertiges et elle vomit. Donc la même chose, comme la patiente vomit, il ne faut pas lui donner les traitements par voie orale, il faudra lui donner les traitements par voie intraveineuse. Et comme elle vomit, il faut faire attention à corriger les troubles hydroélectrolytiques. Donc traitement par voie intraveineuse. Ne faites pas l'erreur de donner les traitements par voie orale au risque qu'elle vomisse votre traitement et qu'il ne soit plus efficace. Et comme c'est quelque chose qui est assez anxiogène et qui fait peur aux patients, il faut les mettre en isolement, il faut les calmer, les mettre dans une chambre, dans un box, éteindre la lumière et les mettre au calme, et les allonger. Ce qui est très important aussi, comme dans les crises d'angoisse, il faut les rassurer. Ça fait vraiment partie du traitement. Donc le traitement symptomatique, les vertiges, traiter les vomissements et un anxiolytique aussi qui est très important. Donc là, j'ai surtout donné les points pour le mot antivertigineux, antiémétique. La classe médicamenteuse ou le médicament lui-même, souvent on ne donnera pas des points à l'ECN. Ce qui est très important, c'est de ne pas oublier de dire que c'est un antiémétique, un antivertigineux. Les mesures associées sont toujours les mêmes pour les vertiges associés à des vomissements. C'est la réhydratation et l'équilibre ionique. Si les vomissements ont donc un retentissement hydroionique, c'est-à-dire s'il y a une hypocalémie, ou une atteinte, donc une diminution du chlorure. Question 5. Vous réalisez un bilan paraclinique pour conforter ce diagnostic, dont l'examen que voici. Quelle conclusion cet examen vous permet-il de tirer? Donc là, c'est la même chose. Donc comme tout à l'heure, vous vous souvenez, je vous ai appris à interpréter un audiogramme, donc tolal liminaire. Donc les deux courbes, l'osseuse et la courbe aérienne, sont abaissées. Et elles sont accolées. Très important. Mais là, elles sont abaissées sur les fréquences, ici, graves. C'est-à-dire inférieures à 1000 Hz, à 1000-2000 Hz. Donc ça, c'est une surdité de perception. Là, en moyenne, c'est une perte de 40 décibels qui prédomine sur les fréquences graves. D'accord? Voilà. Donc le diagnostic de maladie Ménière est confirmé. Confirmé du fait de la présence de cette triade. Ce n'est pas une imagerie qui confirme ça. Ce qui confirme, c'est qu'il y a une surdité, il y a des acouphènes et il y a un vertige, tous du même côté. Quel traitement intercritique de première attention pouvez-vous lui proposer? Un traitement intercritique, c'est-à-dire un traitement en dehors des crises. C'est-à-dire dans la vie quotidienne, alors qu'elle n'a pas les crises, qu'est-ce que vous allez lui proposer? Première chose dans ce type de maladie-là qui est assez anxiogène et qui est une maladie chronique, donc ce sera la même chose pour les maladies, comme on a dit la dernière fois, tout à l'heure, les cancers ou les maladies comme le diabète, tout ça, il faudra informer le patient sur sa maladie. Et le traitement, c'est un traitement ambulatoire, donc pas nécessité d'hospitalisation, un traitement de fond qui est basé sur les vestibuloplégiques. Donc le mot-clé, c'est le bêta-histine, et là je vous ai donné un médicament, les bêta-cerques. Donc ça, c'est le traitement de fond. Ne pas oublier aussi un traitement qui est très important, c'est les règles hygiéno-diététiques, comme toute maladie chronique.
Ici, les règles diététiques, c'est bien dormir, bien manger, bien boire et arrêter de fumer. Donc le respect du sommeil qui est très important et l'alimentation hyposodée pour diminuer la pression au niveau de l'oreille interne, du vestibule. La prise en charge psychologique aussi qui est très importante comme toutes les maladies chroniques, donc prise en charge psychothérapie de soutien, voire un traitement anxiolytique si nécessaire et une surveillance. On pense que la maladie de Ménière c'est dû à une hyperpression donc au niveau de l'oreille interne, c'est pour ça donc qu'on préconise une alimentation hyposodée. Mais il n'y a pas de consensus sur ça. Enfin, question 7, quelle est l'évolution de cette maladie? Donc l'évolution, elle est imprévisible. C'est ça ce qu'il faut vraiment dire aux patients, c'est à la patiente, on ne sait pas comment ça va évoluer. Chez certaines patientes, ça va devenir invalidant, chez d'autres, ça va s'améliorer, donc on ne peut rien dire. Mais il y a trois, comme on a dit qu'il y avait une triade, donc il faut lui répondre sur cette triade-là. Il faut lui répondre comment va évaluer l'audition, comment vont évoluer les crises vertigineuses et comment vont évoluer les acouphènes. Donc ça, c'est facile pour s'en souvenir. Lorsqu'on donne une information à la maladie de Ménière, on reprend les trois signes, les trois symptômes principaux, et on va lui dire comment chacun évolue. Donc les acouphènes, eux, ils vont persister avec une fréquence et une intensité variable. Donc ça va rester, mais on ne sait pas comment, si ça va augmenter ou diminuer. Les vertiges, eux, ils seront de moins en moins importants. Mais il y aura quand même, c'est-à-dire que le cerveau va compenser, mais il y aura quand même une sensation de déséquilibre. Donc au fur et à mesure, les crises vertigineuses vont diminuer, elles seront moins importantes, moins invalidantes, mais il y aura toujours un fond de déséquilibre, une sensation de déséquilibre qui sera, elle, de plus ou moins permanente. Donc les vertiges, on peut la rassurer, ça va être moins important, mais vous aurez toujours une sensation de déséquilibre. L'audition, elle, ça va s'aggraver. Malheureusement, souvent, ça s'altère de plus en plus, c'est ça qui provoque le handicap. Donc c'est une surdité, comme on l'a dit, de perception. Donc voilà, là on lui a répondu sur la partie vertige, partie surdité et partie acouphène.